Oui, d'abord, je vous remercie de ces deux interventions tout à fait remarquables et éclairantes sur la question de la figure du maître moderne. Et je voulais, au fond, vous interroger l'une et l'autre sur l'évolution du maître contemporain. Parce qu'on a évoqué dans les questions jusqu'ici surtout la crainte de retour du despote, à propos du populisme, etc. Mais il me semble qu'il y a une autre figure d'évolution du maître contemporain qui est présente aussi, c'est son éparpillement, sa disparition, son affadissement, voire son impuissance déclarée. Je me souviens, je crois que mon souvenir n'est pas trop mauvais, je crois que c'est Jospin qui, lors d'une délocalisation, je pense, des usines Michelin, qui avait fait un gros drame en France, il y a une dizaine d'années de ça, quand Jospin était Premier ministre, ou à l'époque, il avait dit publiquement « Nous sommes impuissants à traiter ça ». Et au fond, c'est peut-être pour ça qu'il a perdu quelques années après l'élection présidentielle. Je pense qu'il a dit la vérité, il fallait sans doute pas la dire, c'est une autre question. Mais donc le prince moderne représentant du peuple, mais est-ce qu'il détient encore tant de pouvoir que ça ? Parce que cette dissolution qui fait que le pouvoir est disséminé à pas mal d'endroits, est disséminé presque plus par moment dans l'administration que chez les politiques, voire est disséminé par les politiques et l'administration chez les experts. Là, on revient à la question de l'évaluation, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Où un pouvoir très exorbitant est finalement donné aux experts, qui sont nommés par l'administration, qui vont rendre leur rapport aux politiques, qui va généralement confirmer ces rapports, puisque c'est des rapports qui reçoivent le tampon des experts. Et au fond, est-ce que dans tout ça, on n'a pas une évolution du maître moderne qui présente des dangers peut-être aussi grands que le despote, mais par la disparition simplement du maître? Écoutez, merci infiniment de poser cette question qui est absolument fondamentale. Moi, je vais vous répondre très simplement par deux phrases. Eh bien, la cause, pour moi, n'est-ce pas, c'est en France. Enfin, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire l'État français. C'est la pérennisation de l'État administratif français. D'un côté, qui est en contradiction avec les réquisites au fond d'un gouvernement démocratique, et de l'autre côté, la réaction qui s'est exprimée par cette phrase que vous connaissez peut-être et qui résume tout, de François Dubet, le sociologue François Dubet, « Tout mérite est suspect ». Voilà. Alors vous avez d'un côté, parce que qu'est-ce qui s'est passé pour produire cet affaissement, si vous voulez, de la figure d'un prince moderne légitime? Eh bien, d'un côté, nous avons l'État administratif français, c'est-à-dire l'État centralisateur jaconin, qui est un État de finance et État administratif, et là qui vient évidemment de notre trajectoire de la souveraineté, ne s'est pas réformé comme il aurait dû le faire, c'est-à-dire en laissant une part beaucoup plus importante, non pas à l'arbitraire a priori par des experts en conscience, mais à l'arbitrage a posteriori sur le modèle, si vous voulez, juridictionnel de l'État de justice. Nous n'avons pas fait cette réforme en France, on ne l'a pas fait. Alors, l'administration, qu'a-t-elle fait? Elle a, à sa périphérie, hommage que le vice rend à la vertu, créé une série de ce qu'on appelle les autorités administratives indépendantes, très mal nommées, parce que ce sont en fait des institutions qui fonctionnent de manière juridictionnelle. Elles écoutent les parties, que ce soit la CNIL, le Haut Conseil à l'intégration, la COP, elles écoutent, n'est-ce pas, un peu de la société civile, et puis elles rendent a posteriori cette fois leur arbitrage. Autrement dit, l'État administratif prétendant qu'il allait tout faire, n'est-ce pas, qu'il allait tout faire, en fait n'a rien fait, et s'est confié une corporation. Voilà. Et aux corporations. C'est pour ça que moi je trouve que, là je parle de la France, la grande réforme démocratique, les deux grandes réformes démocratiques qui ont été manquées en France depuis 40 ans, 50 ans, bien qu'elles ont été réclamées par toutes les commissions possibles et imaginables, c'est la réforme de la justice. Nous avons une autorité judiciaire en France. Il faudrait un pouvoir judiciaire indépendant et relié au souverain. Et l'autre réforme, la réforme, si vous voulez, de sélection des mérites, des élites, la réforme de l'école. Et j'en viens de l'autre côté. En face de ça, c'est-à-dire cette incapacité totale de l'État administratif, État d'experts,
à se réformer, qui continue à développer des pseudopodes dans toute la société, les experts dont vous me parlez, eh bien, vous avez une réaction populiste qui fait couple avec cet État administratif qu'a exprimé Dubé, à savoir que, et c'est contraire d'ailleurs à la Déclaration des droits de l'homme qui ne mettait pas en cause, et d'ailleurs à la légitimité des dignités républicaines, car dans une république, on ne dit pas qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, de gens qui ont des charges différentes et plus distinguées que d'autres, on dit simplement qu'elles sont fondées sur le mérite et pas sur le sang ou sur le rang. Eh bien, il y a l'idée qu'aucun mérite, aucune n'est valable. Aucune n'est valable. Et alors ça, c'est un système. Et nous avons le populisme en bas, et du coup, évidemment, ça a délégitimé complètement les élites. Pourquoi? Tout simplement parce que notre système des élites n'est pas légitime. Il n'est pas légitime. Dans une république démocratique, on ne veut pas, si vous voulez, de gens qui décident a priori, même s'ils sont compétents, s'ils ont passé des concours, s'ils ont fait tout ce s'ils sont honnêtes, mais sans nous entendre, on ne le veut pas. Et bien du coup, ça a entraîné cette déliquescence. C'est pour ça que je dis qu'on a des problèmes. Mais là encore, vous voyez pourquoi nous en sommes là. Nous en sommes là parce qu'il y a eu une désaffection totale, n'est-ce pas, des citoyens conscients de la réflexion sur le politique, le droit politique, ces questions. Je dis, qui s'occupe de ces questions, la réforme de la justice? Les magistrats en France. Moi, j'ai participé à une commission, n'est-ce pas, de réforme de la justice, il y a les magistrats. Mais les citoyens, les élites, les analystes, les universitaires, si vous voulez, les artistes, s'en désintéressent totalement, ne se sont jamais intéressés à cette question, alors qu'elle est quand même fondamentale. Et pourquoi ils ne se sont pas intéressés à cette question? Parce que nous pensons, encore une fois, et là c'est une véritable conversion intellectuelle qu'il faudrait faire, que l'économie et le social sont tout. Mais l'économie et le social aujourd'hui ne sont pas nos problèmes fondamentaux. Nos problèmes fondamentaux sont des problèmes politiques, de droit politique. Et tant qu'il n'y aura pas une masse critique suffisamment importante de nos concitoyens qui prendront ces questions, si vous voulez, à bras le corps, eh bien nous en serons toujours là, c'est-à-dire dans cette implosion lente de la vie politique en France. Il y a un retard de la démocratisation en France, très important. Mais si vous voulez, c'est un retard, là c'est un retard intellectuel. Ce retard est commandé par un retard intellectuel. Mais c'est amusant ce que vous dites, parce que j'arrive quelque part aux mêmes réponses dans un contexte qui n'est ni républicain, ni avec une administration forte, etc. Puisqu'en Belgique, c'est plutôt le contraire. On n'est vraiment pas du tout dans un État jacobin centralisé avec une forte administration. Et pourtant, on constate aussi une délégitimation du politique. Et je pense que la première chose qui nous appartient à tous, c'est de reconquérir un peu de légitimité pour nous et pour vous, de reconquérir de la confiance. Ne plus que de la relation d'abord, de la confiance ensuite dans ces élus. Et je pense que ça, même chez nous où le pouvoir est très disséminé, il est réarticulé par ailleurs, puisqu'on passe notre temps à faire des entités complexes, etc. Mais on le réarticule ensuite, partant du principe, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, qu'un pouvoir qui est mis dans les mains de ceux qui vont demander à l'échelle plus petite aidera à faire ensuite la coopération, alors que si il est confié à quelqu'un qui n'est pas légitime ou considéré comme pas légitime parce qu'il représente d'autres communautés dans le cas de la Belgique, du coup il n'est pas légitime à imposer quelque chose, ça ira mieux, on coopérera mieux quand on aura le pouvoir dans nos mains. On verra bien, c'est une hypothèse, on verra si elle se vérifie ou pas. Toujours est-il que même chez nous, on aboutit à du populisme et par le court-termisme qui, à mon avis, est encore une maladie plus grave, c'est-à-dire la projection exclusivement à l'échelle ou au terme d'un mandat, qui supprime ou qui ôte aux élus ou aux élites toute capacité d'être un peu courageux, au sens dans la durée, c'est-à-dire de faire des choses qui ne sont pas très très faciles, mais de les faire dans la durée en n'ayant pas comme horizon exclusif l'élection suivante, ce qui est malgré tout légitime dans le cadre d'une démocratie élective. Et donc, on est dans ces contradictions entre le court terme, la perte de légitimité, le fait que le pouvoir est parti ailleurs parce qu'on l'a laissé tout simplement être pris. C'est pas du tout seul, c'est parce que le politique s'en est dessaisi et a permis à des experts ou à d'autres de prendre le pouvoir. Et j'en veux pour preuve, moi j'ai eu la grande chance d'être ministre des Transports, et bien quand on est ministre des Transports ici en Belgique, mais c'est le cas partout en Europe, ce sont les ferroviaires qui font tout.
et le ministre signe. Ce sont parce qu'il n'y a pas d'expertise, parce que voilà, et donc c'est l'État dans l'État, et donc voilà. Sauf que vous avez démissionné. Oui, mais justement, enfin moi oui, c'est-à-dire, sauf que vous avez démissionné, c'est-à-dire que pour le moment il y a encore une place à ce que nous appelons la dimension d'acte. Parce que finalement, ce qui manque, si je reprends la question d'Alexandre Stevens, c'est la possibilité de tout gagner, tout perdre, et puis jouer après qui perd gagne. Ça, c'était quand on pouvait encore faire ça. Ça peut décrire les parcours d'une analyse, d'ailleurs. Mais, oui, on peut toujours le faire, voilà, Isabelle Durand l'a fait. Je pense que, voilà, on va terminer là-dessus. Je vais